je tiens déjà à remercier Arnaud Bernatel et Ilias T. de cette invitation. Ça fait quelques années que j'ai des contacts avec le Québec et qui sont plus ceux de langue française que j'en pense. Donc, je suis vraiment ravi de venir ici pour parler pas seulement d'écriture inclusive, je vais un peu limiter mon intervention sur ce sujet, et plutôt parler de la langue en général. L'écriture inclusive, j'ai beaucoup abordé le sujet, comme dans le sexe et la langue, bien sûr, aussi un petit peu dans l'édition de la pensée, qui est une approche linguistique des questions idéologiques, des questions d'argumentation, et dans les humanités adaptées, j'ai co-dirigé avec Carole Verrières sur euh, justement les discours militants dans le champ universitaire. Euh, j'ai aussi cette collection, une dizaine de titres par deux sur des sujets très très variés, il y en a sur l'intelligence artificielle, sur l'extrémisme. Donc, c'est une effectivement, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé. Arnaud en parlait dans le cadre, disons, politique, institutionnel. J'ai pu même solliciter par des députés qui essayaient de monter des propositions de loi sur la langue. Et c'est là où j'ai pu voir qu'il y avait une grande incompréhension finalement entre le champ politique et les linguistes en général. Si les linguistes en trame sociologie du champ de recherche et des féministes une autre fois, mais j'ai pu voir cette grande incompréhension. Et c'est qu'au fond, à gauche de ma droite, chacun voulait en quelque sorte un discours tout prêt sur la langue et avait tendance à l'instrumentaliser ou à ne retenir que ce qui les intéresse. Euh, donc, voilà, ça, c'est un vrai problème et justement, je vais essayer d'aborder ça, aujourd'hui. Donc, j'ouvrais justement mon ouvrage sur, le sexe et la langue par, l'idée qu'il ne fallait pas confondre la langue et le sexe, le genre des mots et le sexe des gens. On le sait bien, particulièrement en français, je raisonne d'abord avant tout sur le français. Et pourquoi? Parce que justement, vous devez apprendre une langue et non pas parler du langage. Et bien sûr, un mannequin a beau avoir une forme, un genre dit masculin, écoutez, dans le dit masculin, un mannequin n'est pas forcément un homme, une trompette n'est pas forcément un instrument, et une fripouille n'est pas forcément une femme. Il faut bien comprendre que ce à quoi la langue permet de référer n'est pas ce que la langue permet de signifier. Cette confusion entre référence et signification, elle est la source argumentative de toutes les confusions que existent. C'est la superposition classique entre les mots et les choses. Mais il y a aussi d'autres confusions entre le discours et la grammaire, entre les comportements sociaux et la nature du langage, entre les données et les intuitions. Et tout ça produit un magma de discours sur la langue qui est dénué de méthodologie, dénué de cadre intellectuel qui soit euh, en fait sain pour parler de ces questions. Parce que envisager la langue par le seul double à l'orniette sexuelle en négligeant un système qui fonde la signification linguistique en général, c'est d'emblée faire fausse route. On ne peut pas parler de genre, de sexe, sans parler de ce qui lui, c'est-à-dire la personne dans la langue, dans son ensemble. Et la politisation du genre grammatical, c'est d'abord une erreur interprétative, qui repose notamment sur l'accusation de la hein, Roland Barthes, évidemment, né en thématique. La langue est fasciste, la langue est raciste, la langue est sexiste. Euh, c'est évidemment euh, ce, ce- être un niveau de spectacularisation au fond du propos politique qui permet de tout dire. Tout est fasciste. Le corps est fasciste, la traduction est une violence.
quelqu'un su, l'électricité fasciste, la gastronomie est fasciste ici, ou suprémaciste, ou etc. En fait, c'est un peu la recette aujourd'hui pour certains éditeurs, voilà, de type chiffre, type César, Quinoa, où tout devient en fait l'objet d'une récrimination politique. Et le bord absent de ces discours politiques sur la langue, eh bien, c'est toujours de fait, parler de justice linguistique, c'est poser un paradigme en fait moral qui implique une forme de culpabilité, hein, bien sûr. S'il y a une justice linguistique, c'est qu'il y a un tort à redresser. S'il y a un tort, c'est qu'il y a un coupable, c'est qu'il y a une victime. En fait, on a un paradigme actentiel dans la notion de justice qui relève en réalité du crime. Euh, et donc, euh, une forme de personnalisation de la langue, ou si c'était un acteur doté d'une intentionnalité. Ça, c'est une grande erreur sociologique, hein, c'est de croire que des abstractions peuvent être des acteurs sociaux. Euh, donc, moi, je dirais bien sûr qu'il n'y a pas de justice linguistique, puisque c'est un syntagme qui n'a pas de portée discernable. Le mot linguistique lui-même euh, euh, est ambigu. Enfin, pas qu'il est ambigu, mais c'est qu'il est plurisémique, comme tous les mots d'art. Linguistique peut être l'adjectif relatif au mot langage comme au mot langue. C'est-à-dire qu'il est déjà l'adjectif de deux propositions tout à fait différentes. Langue comme langage peuvent signifier registre, culture, communication, code, certains de sens différents de langue et langage. Or, pour les linguismes, linguistique signifie organisation d'un système de signes, autrement dit, grammaire. La notion de justice, bien sûr, ne peut pas s'appliquer à la grammaire, d'autant que nos justices lui-même, comme l'a indiqué Arnaud, que nos justice fait partie de ce qu'on appelle des éléments de langage, du wording, ça fait partie des outils marketing de la communication politique. La notion de justice est de fait, on va l'appliquer à beaucoup de choses. Or, le mot justice lui-même peut désigner quantité de choses. La justice, ça peut être un système judiciaire. La justice, ça peut être un acte, on peut rendre justice, se faire justice, etc. Et puis la justice, ça peut être aussi les valeurs morales qui fondent les rapports sociaux. L'idée d'une conformité la rétribution, je cite Derek, racine morale impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme. Bref, à ce titre-là, on vient que sur la justice peut être injuste. Donc déjà, le mot justice lui-même est ambigu. Donc, parler de justice linguistique laisse imaginer que la langue, à moins que ce soit le langage, serait dans un rapport de pratique judiciaire, de rédemption morale avec les comportements sociaux. Et donc, penser que la langue, et tout est dans l'article défini, la langue laquelle, est-ce que c'est toute langue ou est-ce que c'est uniquement les langues qu'on envisage c'est l'idée que la langue pourrait être juste ou injuste, non pas comme comportement individuel, mais comme structure de signification. Bref, parler de justice linguistique, c'est d'emblée avoir une indistinction du phénomène qu'on prend, qu'on pose en fait comme cas. Il faudrait, ce type, le conceptualiser, je veux dire, ce que j'appelle les justice linguistique, c'est précisément ce qu'on ne fait jamais parce que, peu importe, la notion de justice entre dans les éléments de langage de l'outil. Mais si il fallait à tout prix comprendre la justice linguistique dans l'idée que l'organisation sociale sur le plan même des valeurs juridiques aurait à voir le système de la langue, avec la phonologie, avec la morphologie verbale, la modalité épistémique, on voit c'est un saut imaginatif qui relève de l'idéologie. Je ne peux pas, je sais pas, accuser les occlusives de manipuler notre pensée. Et d'ailleurs, personne ne le prétend. On ne fait que sélectionner certains faits linguistiques pour les accuser. Encore une fois, pas du tout d'attention au système. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, cette idée de
d'idéologie appliquée à la langue. Ça donnait, par exemple, euh, ah, euh, il y a oui, j'ai oublié de nous indiquer une citation de l'économiste, justement, un économiste qui veut à tout prix voir une corrélation entre l'existence des marques du futur et la capacité des peuples à faire des économies. Et il a une étude qui imagine que, en fait, sa thèse, c'est que les locuteurs des langues qui comportent peu de marqueurs de temps doivent faire plus attention à la sexualité et sont donc plus économes. Euh, Évidemment, on pourrait dire l'inverse, c'est que les peuples avec des marqueurs futurs sont plus à même de se projeter dans l'avenir. On pourrait dire l'inverse. Ils ne connaissent pas appris pour absolument prendre en compte ni les fluctuations économiques ni l'histoire des langues, mais ils partent d'un fait qu'ils prélèvent et ils n'en comptent plus. Empirically, I find that speakers of such languages save more, retire with more wealth, smoke less, practice safer sex, and are less obese. Donc, voilà. Quand on a une langue qui n'a pas de futur, on achète davantage de pératifs voilà. Et inversement, bien sûr, les langues dotées d'un futur ordent l'obésité. C'est ce qu'il faut en conclure. On voit bien comment, et les médias sont très friands, ce genre de généralisation. On prend un fait, on l'interprète d'une manière totalement partiale et on élabore des échafaude en fait des théories mais qui, au fond, ressemble à l'inclusivisme. Hein, l'idée que le générique masculin, pendant qu'il y ait une violence conjugale, c'est du non. Hein, cette idée que nous épargnons parce que nous n'avons pas de temps futur, ou que nous sommes sexistes parce que le masculin est libéré, ce sont des parties sans fondement, sans possibilité évidemment de rock. Il n'y a pas d'opposalité qui soit démontrable dans ce genre de réservoir. Mais ça repose sur des principes philosophiques qui sont notamment l'idée que la langue façonne nos représentations, c'est le cliché, c'est la doxa qu'on retrouve sous différentes formes. Hein. La langue donne forme à nos représentations, a tendance à nous forcer hors réalité qui reflète nos représentations. Euh, En fait, on pourrait aussi bien dire l'inverse, que nos représentations façonnent la langue, mais en réalité, évidemment, à ce niveau de généralité, ni le mot représentation, ni le mot langue, ni façonné d'ailleurs, ne désignent des phénomènes qui soient décrits. Euh, Or, l'inclusivisme repose sur le fait de prendre ces notions un petit peu pour des réalités, hein, ce sont des constructions interprétatives, mais aussi poser des relations de causalité. Et cette causalité-là, elle est le pivot d'une démarche de rédemption du monde. Et il suffirait de corriger la langue pour corriger le monde. Euh, c'est euh, c'est le fondement peut-être de la politisation du langage. C'est un simplisme évidemment un petit peu magique, si c'était puéril, mais qui a une profonde valeur doxique, on adopte assez facilement, et ça génère des effets de conformisme, mais aussi de diabolisation, de clivage, d'antagonisme. Les effets de cette proposition dans le monde social sont sans rapport avec le phénomène féministe. Euh, Or, la langue n'est pas ce qu'on croit. Et la- ses fonctionnements sont sans commune mesure avec le pouvoir qu'on lui confère. C'est un pouvoir comme énorme. J'imaginais que la langue va organiser le social par ce point. Donc, d'abord, euh, j'aimerais faire une petite mise au point sur la notion même de personne en linguistique. Ça n'est pas évident du tout de savoir ce que signifie la notion de personne. C'est d'avoir une catégorie énonciative, c'est-à-dire que cela concerne l'inscription de la subjectivité dans l'échange. Euh, 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 le- bon, je ne vais peut-être pas le détailler en entier, mais disons que euh, vous avez déjà euh, euh, le fait que parler, c'est spécifier des points de vue. Parler, c'est attribuer des contenus de pensée à soi, à un tiers, à son interlocuteur.
c'est se présenter comme agent, comme patient, bref, c'est construire les prédicats où la référence à la personne a les places dans ceci, organiser des repères, notamment modaux, aspectio-temporels, euh, euh, je sais pas, vous employez le present perfect, vous prenez le present ou le moment où vous parlez comme repère. Ce qu'on appelle la DX6, je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme, ça concerne notamment ce qu'on appelle les embrayeurs. Hein. Les embrayeurs, ce sont les mots dont la référence se calcule par rapport à l'annonciateur. Euh, euh, Quand je dis je, ça veut dire Jean Slamovitch. Quand vous dites je, ça désigne quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas savoir ce que veut dire je, ce que désigne je, sans savoir qui parle. Pareil pour ici, là-bas, demain, hier. Hein. Si je dis aujourd'hui c'est mardi. Si je dis aujourd'hui, demain, c'est mercredi, et ainsi de suite. Bref, ce sont des mots qui ne sont pas, où la référence n'est pas euh, discernable sans justement le calcul par rapport au moment de l'initiation et par rapport à celui qui parle. Ça concerne donc aussi les modalités fondamentales que sont, je détaillerai si besoin, ce qu'on appelle les modalités fondamentales, c'est le fait de pouvoir, c'est la prise en charge en fait d'un énoncé comme étant, par exemple, une assertion, une interrogation, ou bien autre chose. Ça concerne aussi les modalités d'épistémie, parce que la position soit certaine, etc. Tout ça, ça se calcule à partir de la personne qui est l'énonciateur. Et c'est là où la notion même d'énonciateur est une conception de la personne comme organisatrice d'énoncés qui se distingue du locuteur. Que le locuteur, c'est autre chose. Là, c'est la personne sociale. Enfin, c'est pas encore la personne sociale, mais c'est la personne réelle. L'énonciateur, c'est une instance d'organisation des prédicats. Le locuteur, c'est celui qui parle je dirais, en vrai. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, faire des causes silencieuses dans son discours, interagir, etc. Là, c'est souvent, d'ailleurs, et le culture, là, je le prends dans ce sens-là, dans le sens de pragmatique. En fait, le culture, c'est un sens au sens d'interaction verbale. Et c'est toujours pas un sens sociologique, on peut aussi voir la personne du point de la vue sociale. C'est encore une autre façon d'envisager la personne. Enfin, on peut aussi voir la personne comme, dans la langue, selon ce qu'on appelle, ce que François Rassi appelle le point de vue et la garantie. Le point de vue, c'est l'intention d'un énoncé. La garantie, c'est au contraire le regard extérieur qui va garantir la bonne compréhension. C'est l'usage commun. Euh, euh, Si je dis ce soulier au lieu de cette journée d'études, voilà, je décide de dire soulier une journée d'études, on va rapidement avoir des petits problèmes de compréhension. Ce qui garantit l'usage d'une eau soulier d'une journée d'études, c'est évidemment un usage commun, ce qui repose sur voilà, une interaction tout à fait implicite du point de vue des diverses. Ce contrat d'usage commun, ce que Jean-René Sarfati a dit dans un ouvrage récent sur le sens commun, justement, sens commun au sens bon sens et aussi au sens signification, c'est le fondement du sens. C'est une dimension du signe, ce rapport entre point de vue et garantie qui se distingue complètement des questions de sociolinguistique. Euh, ouais. Je ne vais pas détailler, mais il y aura encore d'autres façons d'envisager la question énunciative. Marie-Annick Morel, par exemple, envisage dans la construction de ce qu'elle appelle le paragraphe oral en français, la personne comme marqueur de positionnement, marqueur de modalité, indice référentiel. Évidemment, il y a la troisième personne comme une personne. Bref, il y a quantité de façons d'envisager l'énonciation, enfin la personne
Or, euh, la personne, c'est aussi une catégorie morphologique. Pardon, oui, morphosyntaxique. C'est-à-dire que là, ça concerne les marques les marques formelles, hein, les formes euh, qui vont permettre de coller ces dimensions-là. Euh, et euh, et enfin, donc, voilà, les calypsons. Et enfin, la personne, c'est aussi une catégorie sémantico-référentielle, c'est-à-dire un contenu de signification qui permet éventuellement de désigner des entités. euh, ces dimensions-là sont codées dans la langue en termes d'opposition qui concernent aussi bien le pluriel et le singulier que selon les langues. Il peut y avoir plusieurs sortes de pluriels dans les langues, hein, comme le duel, etc. Euh, il peut y avoir des systèmes de position de type homme-femme ou homme-femme neutre ou quantité d'autres choses comme impersonnel, humain-humain, divin-humain, etc. Toutes les langues s'organisent de manière très différente et l'opposition première, en fait, en langue indo-européen, c'est plutôt animé. Bon, euh, ces systèmes-là sont pas toujours ceux dont on a conscience. Par exemple, en français, on pense qu'il y a masculin, féminin. En réalité, il y a d'autres systèmes d'opposition. Hein. On est qui et quoi. Vous voyez, il n'y a pas qui, ni masculin ni féminin, mais il s'oppose à du non-humain et quoi. Et par contre, il y a d'autres marqueurs comme chat qui est non humain et chacun et chacune. Là, bon, on a en quelque sorte trois genres. Alors, pour voir qui est quoi, on a que deux genres, qui est humain et non humain. Cela, ce et ça, qui s'oppose à celui et à celle, etc. Donc, au sein d'une même langue, selon les marqueurs, on n'a pas les mêmes systèmes de position, alors qu'on a traditionnellement, scolairement, des oppositions en tête qui ne sont pas tout à fait des. Bref, la notion de personne, comme vous voyez, elle désigne potentiellement des relations, hein, des opérations de tempérage, des formes, avec des contraintes donc de marquage, conjugaison, etc. Ou bien encore des entités extralinguistiques. Sauf que ces entités extralinguistiques, et ça je renvoie pas, parce que j'ai déjà fait un petit panorama des genres dans les langues, mais euh, les classifications font une différence selon les genres. L'opposition masculin-féminin, par exemple, ne se retrouve pas dans toutes les langues, et de toute façon, on parle en général plutôt de classe nominale, notamment pour pouvoir. C'est là qu'on a une tradition scolaire sur la langue européenne, de simplifier en parlant de genre et d'opposition masculin-féminin peu. Les langues bantoues peuvent avoir une quinzaine de classes nominales différentes. Euh, vous pouvez avoir tout un tas de configurations. Euh, euh, par exemple, en tagoul, vous pouvez le mot éléphant est neutre. Si vous le mettez au masculin, ça veut dire que c'est une personne qui ressemble à un éléphant. Donc, si vous changez le genre, ça change en fait, ça devient une analogie et plus un mot qui a une portée à l'affirmation. Donc, vous voyez, le genre peut servir aussi à d'autres choses qu'à la référenciation de genre. Mais à changer simplement à donner un statut métaphorique à donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça nous en a beaucoup trop loin. Le mot genre lui-même est polysémique, féminin et masculin aussi. Euh, Dire elle est très féminine et il est très féminin, ça désigne pas que ça n'a pas tout à fait le même sens. Neutre aussi a quantité de sens. Je vois beaucoup de discussions sur le masculin, le féminin, comme si c'était des concepts stables. Ce ne sont pas des concepts stables du tout. Neutre, ça peut vouloir dire générique, ça peut vouloir dire indéfini, ça peut vouloir dire collectif, ça peut vouloir dire indéterminé, non humain, indistinct, impersonnel. Il y a quantité de choses qu'on désigne comme étant neutres et qui ont beaucoup de sens, comme les mots génériques. La notion de généricité s'oppose à la notion de spécificité, mais souvent quand il parle du genre,
Ça prend un autre sens, au sens ni masculin ni féminin, sauf que en pas, ça je peux vouloir dire les deux, etc. Euh, et puis, bien sûr, là où les choses se compliquent, c'est que l'organisation sémantique, elle n'est pas forcément corrélée à des marques qui ont des propriétés référentielles. Un prof, ça corrige les copies, ou les profs, ça corrige les copies. Au fond, dans les deux cas, on est un singulier ou un pluriel, ça renvoie à une généralité, et c'est deux moyens de renvoyer à la généralité, par singulier ou par pluriel. Et évidemment, on constate que un prof, c'est repris par ça, c'est-à-dire par un pronom singulier, et les profs, la pluriel, c'est aussi repris par un pronom singulier, et ça, évidemment, non humain. Donc, il n'y a absolument pas corrélation entre les marques et oui, ni entre les marques et la référentialité, donc la personne morphologique et la personne euh, 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 sémantique ou référentielle qui a déjà une dissociation, mais même sur le plan strictement morphologique, on voit qu'on peut parfaitement avoir des accords, en quelque sorte, où on va reprendre un humain par une marque lumelle, un pluriel par singulier. J'ai entendu les infirmières sont dans une situation catastrophique, tendant à prouver que il, justement, peut s'accorder avec du féminin, dans le sens où il est la reprise d'un collectif et pas et un petit peu hors situation. Euh, Justement, c'est alors on va oui, euh, je vais aborder ces questions-là. En fait, ce il, euh, les profs, ça corrige des copies. On va trouver des choses comme, euh, euh, tu sais, le gouvernement, ils feront rien pour aider les petits commerces. Le gouvernement, voté par il. Euh, Moi, je te dis, l'administration, ils sont coincés, c'est tout. L'administration, féminin singulier, repris par il. Le gouvernement, masculin singulier, masculin, repris par il. C'est ce que Pierre Buffy appelle la personne grégaire, c'est-à-dire, il voit il au pluriel, comme la marque euh, d'actants qui se signalent par massification au sein d'un corps fonctionnel. Le gouvernement, l'administration, ou bien même d'un ensemble non identifiable. Tiens, ils font des travaux. Ils font des travaux. Le il, où ils ont encore augmenté les impôts. Ce il envoie à un agent qui est justement euh, impossible à distinguer. Euh, je vais vous donner un petit exemple dans cette question, en fait, euh, en passant par l'anglais. Euh, c'est le sens du mot guy est intéressant. Enfin, ouais, les emplois sont très intéressants. Alors, c'est dans ma série Friends, j'ai pu remarquer que guys pouvait désigner des femmes, des hommes, les deux, tout est possible. Euh, you guys pour un collectif homme-femme, you guys juste pour des femmes, ou you guys do the same thing, la guy a clairement le sens de homme. Les guys peuvent aussi désigner des personnes. Est-ce que ça se hein, bon. Donc, quel est le sens, en fait, de gangs? Ça, c'est intéressant pour voir aussi une trajectoire historique. Euh, Guy, ça provient du prénom français Guy, qui provient d'une racine indo-européenne, Veit, Vitam, pour de la Mali, euh, qui renvoie à la vision, mais la vision au sens de visée, au sens de cible. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la notion de guide. Donc, cette guide et guide sont apparentés. Un emploi métonyme s'est développé pour désigner notamment en anglais les effigies de Guy Fawkes, évidemment, on brûle lors de l'anniversaire du Gunpowder Plot de 1605.
Ça a été le premier pas vers une désémantisation du prénom. Guy devient, prend une nuance péjorative. Et donc, si on regarde, en fait, on a une racine abstraite, là, de ce qu'il disait. euh, cette désémantisation produit un patronyme, avec le prénom Guy, Guy, qui s'est resémantisé pour donner un nom commun. Guy, c'est le sens de un type, une personne. Et maintenant, on trouve Guy aussi pour désigner des femmes. Oui, tout ça. Alors, les trois, tout ça. Euh, en fait, l'outil d'interligation qui permet un emploi qui inclut hommes et femmes, elle est en fait due à des contextes au pluriel, et plutôt à tendance apostrophique. Euh, c'est parce que le pluriel inclut hommes et femmes que Guy a pu en venir à trouver un quoi qui est compatible avec la référence féminin. C'est là où il faut prendre que le genre n'a pas à voir avec le pluriel. Parce que au singulier, a guy sera toujours masculin. Il garde ce trait sémantique masculin. Euh, donc on voit, et non seulement il y a une dimension pragmatique, il y a aussi une dimension morphologique, parce que en anglais, you, ça peut être singulier ou pluriel. You peut être une personne ou un collectif. Si vous dites you guys, guys, c'est forcément, ça passe au collectif et pas à une personne. C'est pas l'équivalent du vous soit. Ce qui veut dire qu'en fait, dans you guys, guys, ça veut dire je m'adresse à tout le monde. C'est une espèce de suffixe indiquant, modifiant en fait you pour préciser qu'il a une valeur collective. Donc vous voyez, Guy, au fond, pris comme suffixe du collectif, euh, c'est uniquement dans ces cas-là qu'il peut avoir un référent féminin. Et bien sûr, vous voyez, parfois le lien avec le pluriel, aussi avec le statut du pronom du. Donc on voit au fond que ici se croise, pour savoir ce que désigne éventuellement Guy, on a le croisement de nombreux critères morphologiques, l'association avec you, critères syntaxiques et au fond assertifs, qui relèvent de la modalité, c'est-à-dire que quand on a une apostrophe en indicatif, ça ramène au statut. Et donc cette dimension pragmatique aussi de adresse à une personne. Donc ce sont tous ces critères qui permettent de faire fonctionner le beau carré. Alors, ça c'est un exemple du rapport entre le pluriel, la syntaxe et la référence. Alors, ça nous amène bien sûr à la question en fait des noms collectifs. Les noms collectifs, ce sont des noms qui désignent des humains, le monde, l'assemblée, la plupart, le major partie, le public, mais aussi personne, rien, tout peuvent fonctionner comme des collectifs. Donc, ce sont des noms singuliers, orchestre, équipe, partie, etc., et qui désignent une pluralité matérielle. Sur le plan objectal, il y a depuis d'évidence en orchestre plusieurs personnes. Pourtant, on dit un orchestre. Il y a donc disjonction entre le nombre linguistique et le nombre référentiel. On continue sur le milieu du rapport entre personnes plurielles et références. Et donc, cette disjonction entre nombre linguistique et nombre référentiel, c'est aussi une disjonction entre le genre des mots, purement morphologique, et la référentialité humaine dans laquelle, justement, le trait sexuel n'est absolument pas sollicité. Mais ça, de fait, on voit aussi donc, le pan personne, il y avait personne, eh bien, ou rien, ça, pourquoi au fond ça aurait à voir avec le singulier? Pourquoi la totalité, tout le monde était là, aurait aussi à voir avec le singulier. Donc, on voit bien que, encore une disjonction entre les formes, la référence ces systèmes. Et on le voit bien, justement, souvent, vous savez, en français, on a des hésitations sur les accords, par exemple.
notamment avec la négation d'absence, il n'y a plus de candidat. Un mot au pluriel, alors que ça désigne une absence. Euh, euh, et si je dis il n'y a pas de candidat sur ce poste, là je le mets au singulier. Pourtant, dans les deux cas, il n'y a pas, il n'y a plus, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que, en fait, dans les deux cas, la contrepartie référentielle est l'ordre de la nullité quantitative, mais l'apport ne se fait pas à partir de la réalité, il se fait à partir de la représentation potentielle d'une pluralité ou bien d'une absence. Il n'y a plus de candidat, on se représente une pluralité qu'on nie, il n'y a pas de candidat, c'est une absence qui est envisagée au singulier. Ce qui fait dire à la nommée Stanley Lancry que le pluriel ne représente pas un nombre, mais la trace d'un acquis de relation avec le nombre. Autrement dit, le pluriel n'est pas toujours la marque de l'extension. Et elle voit du coup le singulier comme signalant un non-dépassement de la notion, notamment l'article 0, ou bien le début d'une relation entre la notion et ce qui fait la bascule avec ça, c'est justement le fait qu'on ait des situations spécifiques et pas. En fait, la numération n'est pas inscrite dans le pluriel, on va envoyer les continus, et de la même façon, le sexe n'est pas inscrit dans le genre. Euh, voilà, le masculin candidat, on voit toute personne se signalant par l'action candidatée, de la même façon qu'une recrue sacrifiera toute personne recrutée. Euh, voilà, sur le plan notionnel, l'Excel, il repose sur une virtualité dénotative, c'est-à-dire que recrue ou candidat s'appliquera selon le cas à tel ou tel type de personne. Et c'est déjà créer des types que de parler de masculin et féminin. Bref, ces discours sont les discours spécifiques qui vont réfléchir la question de la généricité, de la numération, du sexe, etc. L'horizon de référence, il est réorganisé par activité initiative à chaque énoncé. Alors, un autre exemple de cette question-là, c'est ce qui est donné par François Nemo, le linguiste François Nemo, sur ce qu'il appelle les strates interprétatives. Il donne l'exemple avez-vous des enfants? Oui, un. Vous remarquerez que des enfants, le pluriel, eh bien, le chiffre pain peut correspondre à un pluriel dans ce cas-là. C'est-à-dire que le nombre linguistique n'est pas le nombre logique, n'est pas le nombre mathématique. Hein. 1 s'interprète normalement comme 2 ou plus. Ici, s'interprète comme au moins. Donc, le pluriel ici a un sens assez différent. Hein, vous voyez. Et bien sûr, vous avez des enfants, un masculin pluriel, oui, une fille. Aucun problème à ce que ça soit En fait, d'ailleurs, enfant est un peu particulier, c'est comme puisque il a enfin bon, c'est un exemple que je peux peut-être pas développer, mais les enfants, si c'est que c'est dit, mais on a beaucoup de mal à le mettre au féminin. Euh, euh, et une fonction tâche très carré au singulier et au pluriel. Je n'ai pas parlé dessus. Ce qui m'intéresse surtout, c'est c'est de voir l'emploi collectif, hein, comme bien sûr à nos enfants de la patrie ou citation de Lionel Macron, les vraies réformes, elles vont avec les contraintes, les enfants. Donc, évidemment qu'il y a là un fort collectif et l'évidemment, donc, d'ailleurs, la plupart des dictionnaires font un pas sur la question du genre du mot enfant et ils vont vers des définitions type être humain en bas âge. En tout cas, c'est un collectif sans genre. Pour simplifier la question du pluriel, je dirais qu'il s'organise en deux pôles d'interprétation. L'un quantitatif qui permet éventuellement la numération. Qui a des enfants. L'autre, qualitatif, qui permet au contraire la généricité. Les enfants, c'est mignon. Ou les enfants, c'est chiant, comme vous voulez. Et les enfants, c'est
C'est évidemment une généricité. Euh, donc, on voit bien que si des collectifs morphologiquement masculins comme enfants ou gens ne peuvent pas se féminiser, hein, on va dire ma enfante, morphologiquement rien d'intérieur, c'est précisément parce qu'en fait, ce sont des mots qui ne sont pas masculins. C'est bien pour ça que sur le plan, enfin, je veux dire sur le plan référentiel, ils ne sont masculins que sur le plan morphologique. Euh, et c'est le cas de beaucoup de mots. C'est le cas des collectifs. Hein. Le contribuable s'acquittera bientôt à la date précisée. Le contribuable n'est pas un singulier, c'est tous les contribuables. Et il est ni masculin ni féminin, évidemment. Au même pièce qu'un pluriel au fond mixte, hein, puisqu'il comprend enfin, toute personne, et encore, un petit que sexuel absolument pas sollicité. Alors, regardez aussi comment des mots comme résidence, maison et table, ou ne désignent pas des humains, pour une idée, peuvent parfaitement être recatégorisés. On peut, ce sont c'est que j'ai joué récemment, la résidence est énervée. C'est en fait les membres de la résidence, c'est la copro, et un délit, un problème, etc. C'est pas une maison de 10 dynamique, maison de 10, ça désigne les gens qui y travaillent, le patron, etc. La table 4 peut sortir, ce sont évidemment des personnes. Tout d'un coup, résidence, maison de table peuvent désigner des personnes. Ça illustre ce qu'on appelle souvent le principe d'interconstitution syntagmatique. Toujours. C'est-à-dire, c'est le fait que la résidence est énervée. C'est énervé qui nous dit que résidence, c'est pas un bâtiment. Et c'est aussi résidence qui nous dit que énervé, c'est pas un processus psychologique personnel, mais ça veut dire qu'il y a un état, etc. En fait, résilience permet de comprendre énervé, et énervé permet de comprendre résilience. C'est vrai de absolument tout est pensé, tout métier. C'est ce principe d'interconstitution syntagmatique, il est fondamental, et on voit ici comment des mots que naïvement on imaginerait non humains peuvent devenir humains. Ça renvoie, et ça c'est en fait, ce que ça signifie, c'est que l'activation de la notion de personne, elle dépend de choix discursifs. Il n'y a rien d'inhérent dans les mots à désigner telle ou telle chose. C'est l'activité en fait de profilage qui est capitale. Euh, c'est un classique qui a été bien publié en sémantique lexicale, notamment par Pierre Cadio. Hein, l'école au bout de la rue, c'est pas là, ça n'a pas le même sens que l'école impressionniste. Hein. L'école au bout de la rue, c'est un bâtiment. L'école impressionniste sont des personnes. Du bureau, tout le bureau est vu, et c'est un bureau monolithique. Dans un cas, c'est un meuble, dans le cas, c'est des personnes, etc. Donc, le principe fondamental de la sémantique lexicale, c'est justement que les lexèmes reposent sur leur configurabilité, sur la malléabilité des motifs qui les constituent, et en plus, ces motifs sont instables. C'est pour ça que parler de représentation, hein, masculin, féminin, etc., c'est pas comprendre que le lexique est ouvert et indéterminé. C'est caricaturer, au fond, la question du genre. Or, le lexique fonctionne voilà, sur ce que Casio et Visetti ont appelé les motifs, profils et thèmes. Euh, euh, je m'attarde là-dessus parce que c'est important pour comprendre la façon dont se constitue euh, la plurisémie. Je parle de plurisémie, pas de polysémie. Polysémie a l'impression que c'est un mot qui veut dire plusieurs causes et que c'est un peu un accident. Non, la plurisémie, ça fait partie de le figuristique. Si vous prenez vos chefs, évidemment, un chef, n'est-ce pas, si vous vous demandez ce que c'est une figure autoritaire, probablement relevant de la masculinité toxique, le chef, c'est ça, le chef. Or, chef, ben, ça a plein de sens. Je vous en donne un aperçu. Et au fond, on est chef d'ordre au sens abbaye, le chef au sens le levain, le couvre-chef, au premier chef, un chef d'accusation, etc. La notion, évidemment, il n'y a absolument rien qui a à voir avec le masculin. Et surtout,
Faites pas. Quand vous avez ça, et je donne un exemple, tous les mots relèvent de cette dynamique, il faut expliquer cette diversité de référents. Pourquoi un mot peut désigner autant de choses? Ça renvoie aux fonctionnements fondamentaux du lexique, c'est-à-dire l'organisation en motifs euh, par activité de profilage. J'explique ce que c'est. Euh, ces dimensions-là. Euh, euh, le voilà, thème, motif, profil, thème. Le thème, c'est le domaine que vous allez envisager. Chef, par exemple, à l'armée, ou chef de cuisine, c'est pas le même domaine. Chef en anatomie, hein, c'est le début d'un muscle. Chef en boulangerie, ça va être toujours. Donc vous avez un référent différent parce que vous êtes dans un thème différent. Euh, euh, je sais pas, que je donne parfois, c'est les courses, hein. Aller faire les courses, c'est ramener à manger. Aller aux courses à notre chance, c'est parier sur des chevaux. C'est le même mot course, pourtant, il est justement, enfin, j'ai envisagé dans le sens euh, dans un sens hippique, dans le domaine hippique et dans le domaine quotidien, on va l'interpréter différemment. Il y a déjà le fait d'avoir un thème. Ensuite, vous avez les motifs. Les motifs, ce sont en fait les traits sémantiques, si on veut, c'est qui composent un mot, qui sont disponibles à l'intérieur du mot. Ici, pour chef, on va avoir avant tout une dimension, une idée de saillance. C'est ce qui vient en premier. Une position éminente, c'est ce qui surmonte. Hein. C'est pour ça que c'est ce qu'on a dit biceps. Hein. C'est la position. Euh, Vous allez avoir ensuite un autre motif qui est plus fonctionnel, c'est l'idée de commandement, c'est-à-dire en premier, dans un sens hiérarchique. Vous allez avoir le motif euh, justement de la science telle qu'elle est autonomisable. Donc, au premier chef, au second chef, etc. Chef, c'est le même mot, chapitre, c'est tout ce qui peut être divisé. Vous voyez, ces motifs-là, on va les configurer. Et ça, c'est l'activité de profinage. C'est la façon dont on va décider de solliciter certains motifs et pas d'autres. Euh, pour reprendre les courses de chevaux, euh, l'idée de rapidité et de compétition, ce sont des motifs qui sont sollicités. Quand vous allez faire une course, il n'y a pas la notion de rapidité. C'est un motif qui fait partie du signe course, mais qui là est mis de côté. Et en fait, le profilage, c'est justement configuré à chaque fois. Donc, on peut avoir un profilage topographique et fonctionnel, hein, l'idée de position éminente, ou bien de commandement, et ça va activer certains motifs, comme le trait humain, un chef d'orchestre, ou au contraire, non humain, chef de file pour désigner un navire, ou au premier chef, là c'est immatériel, c'est ni humain ni humain, c'est complètement incarné. Bref, le fait que chef puisse désigner les personnes n'est pas une nécessité, et de fait, historiquement, la racine hein, indo-européenne, elle a donné toutes sortes de choses. En fait, l'idée d'être sur le dessus, euh, eh bien, ça peut avoir le sens de tête, les significations qui découlent de ça, elles sont multiples. Et absolument pas, comment dire, prédéterminé. Le mot va pouvoir, en fait, sa racine catoute, rien ne la prédisposait à avoir ces différents sens. Cap et cabbage ou cattle, etc. Nous a dit, en fait, les lexiens sont en attente de détermination pour référence. Je parle de forme génétique, c'est-à-dire souvent résumable à un invariant. Par exemple, pour chef, un invariant, ça serait l'idée de quelque chose qui est sur le dessus. Voilà. La texte étant caca comme une autre. Euh, et donc, en tant que forme génétique, les mots ne sont pas des contenus, ce sont des matières malléables. Euh, on compare tout votre ça à la pâte à modeler. Vous avez la même quantité et vous pouvez donner la forme que vous voulez. Et les mots, vous pouvez faire en sorte qu'ils fassent référence à quantité de choses.
Euh, je donne d'autres exemples de ça un petit peu dans un autre domaine. Ce sont des exemples de François Denis. Alors, vous connaissez peut-être ce mot, waders. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, euh, waders, ce sont les cuissards de pêche, hein, mais ce sont aussi les oiseaux qu'on trouve en bord de rivière. Euh, et comment le même mot peut désigner des bottes ou des oiseaux. Mais en fait, ça peut aussi désigner des personnes. Hein. Et the way of the swimmers. Bon, on va pouvoir opposer. Et en fait, on peut aussi aller plus loin. All the waders, those people sing wade in the water challenge, etc. Euh, euh, on peut imaginer que waders pourra désigner absolument tout ce qu'on veut. C'est complètement ouvert. Et de fait, c'est un nom qui vient du verbe wade. Ça veut dire quoi au fond? C'est toute chose qui a rapport au pathogène. C'est ça que veut dire wader. Et c'est indéterminé du point de vue de ce que ça peut désigner. Personnes, animaux, objets, c'est indéterminé. C'est aussi ce qu'on a euh, dans le fait que, au fond, les mots, ce qu'ils désignent, on n'a pas toujours cette impression-là. Hein, je parle de pleurésémie parce que, en réalité, ça repose sur ce que François Nemo appelle des strates interprétatives. Pour savoir ce que désigne un mot, il y a des choses, voilà. Parce que le mot finaliste paraît assez peu problématique du point de vue de ce qu'il désigne. Pourquoi? Quand vous dites elle a été finaliste de Roland Garros, ça veut dire qu'elle a gagné. Si je dis les deux finalistes entrent sur le terrain, ils peuvent tous les deux gagner. Donc, ce que désigne le mot, le référent du mot finaliste, ça va changer selon le moment de l'énonciation. Ça va être, selon que c'est avant ou après le match, finaliste n'a pas le même sens. Euh, donc, ça, et on ne le perçoit pas en général, que la signification, elle est extérieure au mot lui-même. C'est pas le mot finaliste qui va vous dire ce que veut dire ce finaliste. Ce sont des choses comme effectivement le moment d'énonciation, des questions d'aspect, mais aussi des questions de genre textuel. Si c'est la biographie qu'on dit finaliste, bon, eh bien, on sait qu'on fait un bilan de résultats. C'est ce qu'on a aussi, euh, par exemple, euh, winner. Winner, c'est une personne, pas forcément. Winner, euh, euh, ça peut être un propos, ça peut être une chose. Winner, no tennis, c'est un gagnant. C'est pas the winner of a game et that's a beautiful winner, etc. Bon, ça n'a pas le même sens. Ça peut être une chose, ça peut être un propos, ça peut être une stratégie, etc. Winner, en fait, désigne les choses qui peuvent être extrêmement rares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'excel, c'est une signification, ça n'est pas un objet du monde. Euh, et à cet égard, réduire les signes à ce qu'on veut leur faire dire tiens, ça c'est masculin, c'est féminin, euh, c'est en fait euh, euh, très réducteur par rapport à la réalité du fonctionnement sémantique. Euh, euh, Parler de représentation masculine, féminine, androcénance et patriarcale sur les mots, en fait, déjà, comme j'ai dit, comme je vais le développer, la notion de représentation, déjà, n'a pas de stabilité conceptuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Est-ce que c'est littéralement une image, quelque chose qu'on se représente? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est juste le sens du mot? Est-ce que c'est un scénario? On ne sait pas ce qu'est une représentation. Ce n'est pas quelque chose qui a été conceptualisé et ces mots même sont flous qui est souvent sollicité. Ce que j'appelle d'ailleurs fréquemment la valeur éducative. C'est pas trop ce que c'est qu'une représentation, mais au fond, ça fait sérieux et ça fait conceptuel, alors ça ne l'est pas. Donc, d'une part, la notion de représentation, pas de stabilité conceptuelle. D'autre part, les significations, comme on le voit, sont constamment mouvantes. Et
si représentation, c'est ce qu'on dit des choses, eh bien, en réalité, c'est un prototype déclaratif qui n'est pas la réalité sémantique, qui n'est pas l'usage réel des locuteurs. C'est là-dessus, c'est ça que je voulais revenir. C'est que les formes linguistiques ne fonctionnent pas comme on croit. Et Jean-Paul le croit parce qu'il s'agit justement d'une intuition construite par la pratique sociale et puis par une tradition philosophique un petit peu lexicocentrique, hein, les mots et les choses. Et donc cette tradition de réalisme, préférentialiste, là encore, je dis, je vais répéter, mais les mots ne sont pas des choses, ce sont des significations, eh bien, cette disjonction entre les discours sur la langue et la réalité de la langue est fondamentale pour ce niveau qui dit personne ne peut savoir, donc que s'ils sont employés, à propos de quoi il sera. C'est capital de comprendre que il y a de l'imprévisibilité dans la référenciation. La plasticité lexicale, c'est même le fondement de la construction du sens. C'est ce qui interdit de fixer les références, d'envisager le vocabulaire comme une nomenclature. Si ce n'était pas le cas, si les mots correspondaient infligés à des choses, il faudrait un mot pour chaque chose. Donc, on a un autre, ce numéro-ci, cette feuille-là, ce moment-ci, etc. Bon, ce n'est pas comme ça, justement, que fonctionne la langue, hein. Repose sur des choses comme le sémantique lexical, ce qu'on appelle le mode de donation du référent. Hein, c'est le fait que je peux dire Ferdinand Saussure, et je peux aussi dire le fondateur de la linguistique moderne, ou le fils d'Henri de Saussure, le professeur de Charbelly et Anna Sechey, ce sont à chaque fois des façons différentes de parler de la même personne. Le référent est le même, mais je n'en dis pas la même chose. Hein. Dans le monde extra-linguistique, c'est la même personne. Dans l'univers du sens, il y a à chaque fois des hésitations différentes. Je veux dire, canard, panipel ou ce que j'ai mangé ce midi, c'est le même référent, mais les significations ne sont pas les mêmes. Donc, le signe n'est pas le code barre du monde, sinon le langage ne s'apprend pas ce qu'il est. Il repose. Donc, le mode de donation du référent repose sur des synonymes, qu'on puisse dire des choses de façon différente, de plurisélie, c'est que les mots veulent bien des choses différentes, et aussi, ça repose sur l'instabilité diachronique des signes. Nous vivons dans une certaine illusion qui consiste à croire que le sens que nous attribuons aux mots euh, existe. Mais ça, c'est parce que nous vivons, grosso modo, 90 ans, je dis, et on ne voit pas l'évolution des langues. On ne sait pas qu'en fait, les mots ont une vie qu'il faut estimer sur les centaines d'années et les millénaires, et que l'état du mot tel qu'on le voit, il est parfaitement transparent, et qu'il voudra dire autre chose plus tard, précisément parce qu'on l'utilise sans cesse. Le sens, c'est ce que montre une énergie. Hein, c'est pas un objet, c'est une dynamique, et il dépend de l'activité d'énonciation. Euh, et le mot n'est qu'un dépôt sédimentaire, figé. Il change, et il chante, et plus on l'utilise, plus il change. Euh, c'est sûr qu'il y a des mots qui vont être plus plurisémiques que d'autres. Ornithorynque est assez monosémique, hein, et on l'utilise assez peu. Et si je me mets à l'utiliser comme métaphore de quelque chose de bizarre, ça peut devenir un mot qui va prendre le statut de rap. Donc, ça renvoie à un phénomène qui tourne autour depuis tout à l'heure, c'est la question de l'épilanésie et du métaréalisme. L'accusation influgibisque d'une détermination sociale exercée par la langue, elle tombe à plat en le fait que les langues, en fait, nous ne savons pas ce qu'est la langue. Nous ne savons pas ce qu'est la langue, et heureusement d'ailleurs, nous sommes inconscients des mécanismes de la langue que nous utilisons, et c'est une nécessité fonctionnelle et cognitive. Ce qu'on appelle l'épilinguistique, c'est le traitement en fait procédural de la langue.
qui est nécessaire à sa fluidité. C'est, vous pouvez faire le lien avec tout ce qui concerne, par exemple, la proprioception, tout ce qui concerne les dimensions qui relèvent le traitement de l'information, et de l'action, pris dans des modes de conscience qui sont, heu largement automatisés. Sans cette automatisation, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas bouger. Vous n'avez pas besoin d'avoir conscience de l'ordre que votre cerveau vient de donner à votre petit doigt pour qu'il fasse comme ci et comme ça. Je fais souvent ce parallèle avec le corps. Vous utilisez le corps sans avoir une conscience de son anatomie, de la même façon que vous utilisez la langue sans savoir comment elle fonctionne. Et c'est ça le paradoxe de l'épililinguistique, c'est que nous savons de la langue des choses que nous ne savons pas savoir, comme quand nous essayons de les expliciter, eh bien, ça n'est pas une connaissance, mais une intuition. Euh, Quand je dis que sans cette automatisation, c'est impossible de parler, de se mouvoir ou même de respirer, euh, la question de la respiration euh, est vraiment capable. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous avez besoin de respirer, les pauses respiratoires, elles font 20 centisecondes. Sauf que euh, vous ne l'avez jamais appris, vous n'avez jamais dit, là, il faut que tu respires, vous faites tout ça. Mais là où ce phénomène n'est pas matérialisé, c'est que jamais vous allez le faire au milieu d'un haut. Personne ne fait ça, personne ne vous l'a jamais appris. C'est pourtant une règle absolue. Les pauses respiratoires n'interviennent jamais en milieu de constitution ou en frontière. C'est une conscience synthétique extrêmement raffinée, ce qui fait aussi que vous savez mesurer les pauses, hein, les pauses de 40 centisecondes, qui sont des 40 et 60 centisecondes, sont des pauses de démarcation entre constituants. Au-delà de 70 centisecondes, soit c'est sur dramatic effect, soit c'est du travail de formulation, sur les pauses pleines, vous allez avoir des E. C'est vrai que là, ça peut. Vous avez le droit que ça dure plus de 60 centisecondes, parce que comme vous avez dit, l'autre sait que c'est pas encore à lui de parler, etc. Tout ça, ce sont des calculs, ce sont des règles, ce sont des normes que vous n'avez jamais apprises et qui illustrent, mais parmi des milliers de phénomènes, ce qu'est l'équilinguistique, cette, voilà, cette rationalité silencieuse, comme dit Kugeli, j'aime bien ces formules, euh, euh, qui renvoient donc à la mise en place des formes dans ce qu'elles ont de mécanique. Euh, donc, je vais rapidement finir une conclusion. Donc, euh, en fait, comme on a vu, hein, tous les exemples que je vous ai donnés, le traitement des significations repose sur une part largement procédurale. euh, Non seulement ces propriétés nous sont invisibles, mais nous sommes quand même capables de les manier avec précision. Et ce rapport de l'inconscient procédural, qui c'est ce qui fait que euh, euh, comme nous ne savons pas ce qu'est la langue, vouloir réformer la langue, vouloir aller dans la justice linguistique sans même savoir ce que nous savons, euh, c'est aussi un problème qui renvoie, encore une fois, à, euh, à- à la question de la nature des accusations qui sont faites à la langue. On ne peut pas tracer un signe entre une combinatoire virtuelle qu'est une langue et des opinions réelles, entre un système de signes et des discours. Ce n'est pas la même chose. Étant donné la nature linguistique du fonctionnement de la langue, vouloir interpréter idéologiquement la langue mère, euh, c'est viser à côté, hein. Il faut s'attaquer au discours, pas à la langue. Euh, c'est Et encore une fois, pourquoi penser que le seuil de position masculin-féminin serait agissant par rapport aux centaines, milliers de phénomènes qui font la langue. Donc, euh, alors, je passe sur, j'ai pas le temps de parler des fausses études de psycholinguistique qui démontrent que le cerveau, en son masculin, ça a été très bien étudié là dans
je laisse les citations de Jean Jaurès parce que c'est emblématique, il fait une analyse d'un livre de Gigax qui refuse de définir ce qu'est le genre grammatical. Donc, à partir de là, on sait bien que ces expériences vont être évidemment fautives méthodologiquement. Donc, penser que masculin veut dire homme, que féminin égale femme, c'est d'une naïveté sémantique qui est du même ordre que de croire que blanc désigne la couleur blanche. Hein. Ça, c'est dans le livre sur la sémantique du vin, vous aurez remarqué que le vin blanc, mais pas aussi blanc qu'un chantilly, et pas plus, pas plus blanc non plus qu'un chèque en blanc ou des balles à blanc, que la signification de blanc n'est précisément pas la couleur blanche, de la même façon que masculin et féminin ne désigne pas ce qu'on croit qu'il désigne. Donc, je vais tenter de résumer justement les problèmes dans ces accusations. C'est bon, déjà, quand on parle d'inclusif, on fond langue, langage, discours, communication, et fait comme si c'était les mêmes phénomènes. D'autre part, le cherry-picking constant qu'il y a à reprendre en soi déjà juste la question du genre et pas le reste, comme par exemple le pluriel, mais aussi apprendre les mots et pas la syntaxe. Ce sont des discussions linguistiques fautides. Euh, euh, il y a l'hypostase qui consiste à croire que la langue est un objet, qui est une chose. Ça, je le dis à chaque fois, la langue, ça n'existe pas. C'est pas un objet, mais nulle part, la langue. C'est très paradoxal, mais les linguistes ne peuvent pas donner une définition formelle. C'est une langue, sauf très revendiquée. Euh, et donc, accuser la langue, c'est accuser quelque chose qui n'existe pas. Ce que j'ai essayé d'expliquer du coup à les politiciens qui voulaient à tout prix légiférer sur la langue, comme si on pouvait légiférer sur une virtualité. Et il y a une déréalisation profonde dans le fait d'aller chercher des phénomènes un peu de manière approximative. Hein. Souvent, on va avoir donc, les formulations du type il y a, on ne peut pas ne pas penser que ce sont souvent les formulations des ouvrages de typo-linguistique inclusiviste. Et euh, la slovélisation, en fait, elle est dans le fait d'utiliser des mots comme androcentrisme, patriarcat, etc., qui euh, qui vont en réalité caricaturer les phénomènes. C'est ce que j'appelle le brandissement lexical. On n'a même plus besoin de faire une phrase, il suffit de dire patriarcat et déjà euh, cru démontrer quelque chose. Il y a aussi un effet c'est mon collègue Brigitte Envoy, sociologue, qui dit il y a l'effet celui qui cite un chiffre a gagné. Et donc, pour ça qu'on a ces études, j'ai fait un chapitre dans la pensée, une étude montre que, voilà, il suffit d'avoir des choses, même euh, mal combinées sur le plan méthodologique, pour pouvoir dire, regardez, c'est Philippe Paul, et l'inclusivisme euh, en fait usage énormément. Ce que j'appelle l'éthos de la blouse blanche, il faut aux universitaires pour montrer que les choses sont légitimes. Et ça aboutit aussi à euh, un effet d'apodioxie. L'apodioxie, c'est le fait de refuser de parler à son adversaire. C'est un attaque adelinaine, le traité de ceci, de cela, de masculinisme. Bon, tout ça pour, au fond, avoir raison. L'apodioxie est une figure dominante aujourd'hui dans les débats universitaires et politiques. Elle insiste à décrédibiliser l'adversaire par principe. Bref, tous ces éléments-là sont
sont des défauts de l'inclusivisme. Euh, je conclurai en définitive, euh, en, en rappelant donc que la référentialité, c'est une dimension de moi-même, mais toujours subordonnée à la sémantique, à la signification. Euh, Isoler un phénomène comme la question de la référence au sexe, c'est éliminer tout le reste de la et c'est donc poser des demi-vérités plus ou moins cohérentes ou axiomatiques. Et ça ne peut pas, cette demi-vérité, fonder une démarche de justice sociale. De ce point de vue-là, le problème que l'on a, c'est cette tendance à vouloir fonder la morale sur la science. Euh, et euh, c'est ce qu'on a moi, chez JPX, Gino et tant d'autres. C'est une perspective anti-scientifique qui se cache derrière de bonnes intentions égalitaristes, qui sont morales et qui ont une valeur d'obligation sociale. Et le problème, c'est que voilà, inscrire dans la loi, réguler les comportements linguistiques, c'est un prescriptivisme euh, qui est fondé, enfin, qui a une valeur d'intimidation sociale, alors qu'elle est fondée sur une description de la langue tout à fait approximative. Donc, euh, c'est euh, euh, c'est pour ça que l'inclusivisme, il pose une dépendance de la morale et du langage, et ensuite il veut la démutrer. La morale serait déductible de la science, et la science serait aux ordres de la morale. Ça n'est pas un fondement méthodologique convenable, et il repose, au fond, sur la croyance à l'isomorphie de la morale et de la grammaire. Hein, que il y aurait une équivalence formelle entre les deux, ce qui est une donnée biologique, et ce n'est pas la réalité. Et ça renvoie à des choses que j'ai décrites sur la quête un peu mystique d'une langue parfaite, une langue qui résoudrait des malheurs du monde, avec une langue qui relèverait du péché originel. La langue actuelle serait dégradée, serait une sorte de péché par rapport à une langue idéale d'autre. Mais voilà, la langue ne fonctionne pas selon ce binarisme. Et encore une fois, quand on dit un orchestre au féminin ou une équipe masculine, le sexe des personnes n'est pas refuté par Jean Legros. Le nom linguistique n'est pas non plus le nombre mathématique. Vouloir que la morphologie recouvre la sémantique, c'est un caprice idéologique. Et c'est aussi une. Donc, c'est un caprice idéologique, une forme un petit peu littéraire, pseudo-scientifique, euh, qu'on trouve au fond que chez les militants et les universitaires. Et c'est une compréhension fantasmatique de la langue, mais qui prétend causer de préférences idéologiques. Or, ça crée des clivages sociaux, ça crée de l'insécurité linguistique, ça crée un marquage moral qui divise le champ social, au fond, entre les alliés et les adversaires. Et ce clivage-là, justement, eh bien, il n'est pas très inclusif. Merci.